Bonjour à toutes et à tous. Une cordiale bienvenue à cette deuxième séance du séminaire Nouvelle Proximité, séminaire international qui est co-organisé par la chaire ETI de la Business School de la Sorbonne, l'ENSA de Toulouse, l'École Polytechnique fédérale de Lausanne et l'Université La Bicocca de Milan. Donc, c'est un grand plaisir de vous accueillir à ce séminaire en ligne. Et aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir Claire Pelgrims, que je salue et que je vais rapidement vous présenter. Donc, Claire est architecte. Elle a soutenu récemment une brillante thèse intitulée « Entre vitesse et lenteur imaginaire en tension dans l'évolution des infrastructures de mobilité », thèse soutenue à l'ULB, donc l'Université libre de Bruxelles, en février 2020, et thèse réalisée sous la direction de Judith Lemaire et Jean-Louis Jonard. J'ai eu le plaisir d'ailleurs d'être membre du jury de cette thèse. Cette thèse a reçu le prix de la meilleure thèse sur la mobilité attribuée par le Forum Vie Mobile pour l'année 2021. Je crois que c'était au début de cet automne. Et donc, il s'agit véritablement d'un travail extrêmement fouillé, très innovant et tout à fait passionnant. Actuellement, Claire poursuit ses recherches en tant que postdoctorante à l'Université libre de Bruxelles. Elle va prochainement, en début de l'année prochaine, rejoindre une équipe de recherche à Paris, à l'Université de Paris-Est. Donc voilà un petit peu pour les présentations. Claire, tu n'hésites pas à compléter si tu estimes qu'il manque des éléments qui te semblent importants. Peut-être encore avant de te passer la parole, je voulais peut-être rappeler le titre de ton intervention d'aujourd'hui, donc aménager des proximités différentes au cours du temps, et c'est sous-titré vitesse, lenteur et vibrer ensemble. Ce vibrer ensemble, moi, m'intrigue et je me réjouis de t'entendre. Nous nous réjouissons tous de t'entendre, sachant que la question du temps et des rythmes de vie est au cœur de la problématique de notre séminaire sur les nouvelles proximités, un séminaire qui vise précisément à explorer et à repenser les modes de vie et les territoires à l'aune de la proximité. Voilà, sans plus tarder, je te passe la parole, Claire, pour un exposé d'un peu moins d'une heure, si j'ai bien compris, et puis après, on pourra avoir une partie de questions et réponses. Et, voilà. Merci, et puis je salue mes collègues qui nous ont rejoints pendant cette introduction, et Luc en particulier. Bonjour à tous, merci beaucoup pour cette introduction. C'est vraiment un grand plaisir pour moi d'être là aujourd'hui et de vous partager effectivement mes résultats de recherche que j'ai fait dans le cadre de ma thèse et puis sur lesquels j'ai commencé à réfléchir dans le cadre de mon postdoctorat. C'est vraiment un grand honneur d'être parmi un si beau panel d'intervenants. Alors, je vais rapidement partager mes slides. Alors, voilà. Est-ce que vous les voyez bien? Oui. Alors, effectivement, comme Vincent l'a introduit, je suis actuellement en postdoctorat au sein du laboratoire Sacha à l'Université libre de Bruxelles. Et à partir de janvier, je commencerai une bourse Marie Curie au laboratoire Ville Mobilité Transport de l'Université Gustave Eiffel, changé de nom récemment. Et donc, je vais vous parler d'aménagement des proximités différentes au cours du temps. En réalité, je voudrais articuler mon exposé en deux temps. Un premier temps pour revenir à partir de ma thèse sur justement cette notion de proximité en urbanisme et comment est-ce qu'elle est appréhendée différemment dans le temps à partir du cas bruxellois qui m'a occupée dans le cadre de ma thèse. En particulier, je reviendrai sur la ville postmoderne et la valorisation de la lenteur dans le contexte du proche, mais aussi sur la gestion du bruit dans cet univers du proche et comment est-ce que maintenant les enjeux de connectivité et d'attractivité se réarticulent
pour redéfinir finalement ce proche dans la ville du futur telle qu'on la conçoit et on l'aménage depuis les années 2000. Et dans un deuxième temps, je voudrais du coup parler du lien entre proximité et vivre ensemble. Et je vais vous proposer une réflexion à partir de l'expérience des mobilités vélo pour réfléchir du coup le lien entre proximité et sentiment d'appartenance en passant par la question des communautés esthétiques et aussi de cet impératif de relocalisation des modes de vie. Donc, peut-être pour entamer la discussion, je voulais revenir sur les travaux d'Hartmut Rosa sur la question de l'accélération sociale, qui théorise comme étant la somme de trois phénomènes, l'accélération du changement social, l'accélération du rythme de vie, et puis cette accélération technique qui est au cœur finalement de la transformation aussi de notre rapport au territoire, où depuis quelques siècles, on est passé finalement d'un espace-temps proportionnel, où le temps qu'on prenait pour se déplacer sur une distance était finalement proportionnel à cette distance, vers finalement maintenant une situation où on a une diversité des vitesses possibles, et donc finalement une relation qui fait qu'on peut être beaucoup plus vite loin qu'on ne peut l'être finalement dans des espaces proches qui pourraient être mal desservis. Cette accélération sociale, selon Hartmut Rosa, elle est problématique au sens où elle nous empêche de nous épanouir en tant qu'humains et quelque part d'entrer en résonance avec l'environnement social et écologique qui nous entoure. Et finalement, la crise du Covid, qui est aussi un peu le point de départ de ce cycle de séminaire, elle nous a permis de prendre conscience de ce rythme effréné, des distances à parcourir. Elles ont créé un sentiment d'une nouvelle aspiration au ralentissement. Or, à travers ma thèse, ce que j'ai démontré finalement, c'était qu'il y a de tout le temps eu une articulation entre cette accélération et ce ralentissement dans l'aménagement de villes. Finalement, ce n'est pas si nouveau que ça, d'où l'intérêt d'une approche diachronique. Donc, j'ai fait une thèse sur la question de la tension entre les imaginaires de vitesse et de lenteur depuis le milieu du XXe siècle à Bruxelles. Donc, avec cette hypothèse, une continuité de cette tension. Et je me suis attachée à montrer dans ma recherche comment cette tension, elle fait évoluer les limites entre les espaces qui sont justement dédiés à les mobilités rapides et les mobilités lentes, l'échelle à laquelle ces espaces sont pensés, comment ils s'articulent, mais comment cette tension, elle révèle aussi finalement une évolution de la dimension esthétique, donc entre le sensible et l'affect, par rapport aux infrastructures de mobilité, en montrant qu'il y avait en fait une articulation, je vais revenir évidemment sur tout ça, entre la question de l'embellissement, donc l'embellissement des façades, de l'infrastructure, etc., et la question de l'animation, donc comment est-ce qu'on habite finalement ces espaces. Alors, la proximité ici, ce qui est intéressant, c'est que c'est vraiment, ce sont les espaces où finalement s'investit le plus l'imaginaire de la lenteur, et c'est là que je vais évidemment tisser un lien entre le thème du cycle de séminaire et ma recherche. Alors, l'infrastructure n'est pas... Oh, pardon. Je voulais mettre ça en petit. L'infrastructure dans ma recherche, elle n'est vraiment pas comprise comme un contexte fixe. C'est vraiment un environnement sensible, immersif, qui est central dans l'expérience de mobilité, qui donne prise à des comportements, à des affects valorisés, ce que j'appelle des comportements sensibles de vitesse et de lenteur. La vitesse, finalement, elle découle, sans tomber dans une vision déterministe, mais elle découle de l'efficace locomoteur sensible de l'infrastructure. Et c'est pour ça que les urbanistes, ils construisent la ville pour qu'elle soit traversée à une certaine vitesse. Ils essayent de guider, de fluidifier, de synchroniser, d'harmoniser les rythmes de la ville à travers différents dispositifs programmatiques, réglementaires, techniques, discursifs. On peut penser, oui, aux casse-vitesse, aux différents panneaux, mais aussi à la courbe des rampes d'accès et puis à travers la matérialité et les qualités ambiantes. Donc, on a aussi toute une série de dispositifs sensibles, on va dire, d'accélération et de décélération qui engagent ou désengagent l'activité motrice des passants. Et il se situe en fait à l'interaction entre la forme construite, donc l'environnement bâti, et finalement la question de la lumière, les sons qui finalement vont nous encourager
à aller plus ou moins vite dans ces espaces qui vont nous divertir plus ou moins. Donc, les infrastructures de mobilité, par rapport à ce potentiel de vitesse, elles répondent aux besoin d'accueillir la diversité de mouvements, de manières d'être sensorimotrices. Notamment ici, vous avez une photo des événements pique-nique qui ont eu lieu dans les espaces, dans les boulevards centraux à Bruxelles avant qu'ils soient piétonnisés, et justement pour demander une modification de l'aménagement. Mais ces infrastructures, elles essayent aussi en fait d'établir des normes et des règles qui permettent le vivre ensemble, mais qui, en faisant ça, rendent en fait certaines pratiques, certains régimes attentionnels, donc certaines manières de faire attention à ce qui nous entoure, certaines manières d'être plus ou moins acceptables. Et c'est en ce sens que dans ma recherche, je parle de grammaire, d'aménagement et de vivre ensemble, qui en fait mettent en place une forme, donc un ensemble de logiques qui mettent en place une forme alternative d'aménagement, de vivre ensemble, selon sa flexibilité et son hospitalité envers des pratiques autres, mais qui aussi formatent les objets, les manières d'être, de manière à minimiser ou invisibiliser les objets qui seraient non congruents et les comportements qui seraient jugés fautifs dans ces espaces. Et donc, ça contraint fortement, finalement, la manière dont on peut varier son mode de présence dans l'espace public, dont on peut varier la manière dont on va être sensible à l'ambiance dans les expériences de mobilité qu'on a à travers l'environnement urbain. Alors, ces phénomènes sont peut-être plus faciles à comprendre en parlant des imaginaires sociaux qui sont sujets d'un double processus. D'une part, quand un imaginaire, celui de vitesse ou de lenteur, devient dominant, il va se matérialiser dans un monde, dans des comportements, dans des matérialités, à travers en fait finalement des logiques, des règles qui composent justement cette grammaire. Mais d'un autre côté, en fait, cette expérience qu'on peut avoir au quotidien, le plaisir qu'on peut avoir à se déplacer dans un espace ou le déplaisir, vont finalement actualiser ces imaginaires en retour. Et donc, on est face à une forme de grammaticalisation plus que de grammaire, dans le sens où ces grammaires, elles évoluent, elles créent, elles renforcent, elles transforment ces logiques d'articulation entre les incarnations de la lenteur et de la vitesse. Alors, les incarnations des imaginaires de vitesse et de lenteur, ils investissent différentes parties de la ville dans le temps, et ils définissent du coup aussi quels sont les liens de proximité entre ces différents modes de déplacement, entre les différentes vitesses. Et donc, dans ma recherche, j'avais quelque part considéré 3 dynamiques. Une première dynamique qui commence dans les années 50, où en fait on va avoir une forte ségrégation modale. On va très clairement séparer en fait tout ce qui est lié à la vitesse et tout ce qui est lié à la lenteur, en créant notamment un paysage de parc infrastructurel moderne qui va vraiment mettre en scène la voiture et la placer comme l'élément central en termes de mobilité, qui va quelque part impliquer pour sauvegarder des espaces pour la lenteur qui vont être des espaces isolés, séparés finalement des mobilités, inviter à multiplier les niveaux de sol et notamment intégrer finalement toutes ces mobilités lentes qui sont plutôt de l'ordre du séjour à l'intérieur des bâtiments. Je reviendrai là-dessus. Après, on a une deuxième dynamique qui commence dans la contestation à partir de la fin des années 60, mais qui va s'institutionnaliser à Bruxelles avec la régionalisation, donc au début des années 90, où là, on a une évolution finalement de ces solutions radicales de ségrégation type piétonnier qu'on voyait dans la période précédente, vers des solutions plus hybrides, comme les semi-piétonniers ou les zones 30 km/h ou les rues partagées, où finalement la ségrégation modale, elle s'effectue de nouveau finalement à l'échelle de la rue, dans l'articulation entre la partie carrossable et le trottoir et la piste cyclable, etc. Et finalement, une troisième dynamique on observe depuis les années 2000, où là, parce que finalement les mobilités actives, elles sont envisagées pour remplacer les modes motorisés dans les trajets quotidiens,
elles prennent une part importante, plus importante dans l'aménagement. Et donc, on va avoir à la fois des espaces partagés qui vont continuer la dynamique précédente, mais aussi un recyclage finalement des infrastructures dédiées, donc séparées des autres modes pour la lenteur. Alors, ces trois dynamiques, en fait, elles correspondent aussi à trois manières différentes d'appréhender le temps. La première dynamique, elle est vraiment marquée par une temporalité moderne du projet, c'est-à-dire trois croyances qui marquent fortement notre rapport au temps et en particulier l'articulation entre l'espace d'expérience, donc ce qu'on retient du passé, comment est-ce qu'on l'actualise, et l'horizon d'attente, les horizons d'attente, c'est-à-dire les manières dont on s'envisage dans le futur aujourd'hui. D'abord, la croyance que finalement l'époque présente ouvre sur le futur la perspective d'une nouveauté sans précédent. Donc, c'est vraiment ce qui donne corps à l'idéal de progrès, mais aussi la croyance que le changement vers le mieux s'accélère et que les hommes sont de plus en plus capables de faire leur histoire. Donc ça, c'est ce qu'en dit Ricoeur. Mais cette temporalité moderne du projet, elle va finalement impliquer un idéal d'autonomie, une utopie finalement de l'émancipation de l'humain par le progrès technique, et c'est ce qui explique pourquoi la voiture prend une telle importance aussi dans ces modes d'aménagement et de réflexion sur la ville. La deuxième dynamique, elle est au contraire plutôt marquée par un arrêt du futur et le redéploiement sur l'espace d'expérience. Donc c'est la période aussi, la chute des grands récits, d'un désengagement politique et d'une saturation des grandes idéologies, où finalement on va se replier sur le passé et avoir un rejet finalement des disciplines du projet qui nous ont tant promis, mais qui pour l'époque était finalement un échec. Et on va avoir vont émerger des objectifs plutôt de rétablissement d'une situation idyllique initiale, celle des siècles précédents, qui est vraiment considérée comme ce qu'il faut reconstruire dans la ville. La troisième dynamique, celle du futur, finalement, c'est effectivement le retour de ce futur, où la projection du futur devient un dispositif pour faire venir le futur. On a effectivement besoin de se projeter à nouveau, malgré l'incertitude, mais donc le futur n'est plus une croyance, c'est plutôt un objet de marketing urbain, comme le dit Dominique Rouillard. Et à travers ça, on voit que la conception de l'urbanité, elle évolue. On a un nouvel univers du proche qui s'adresse non plus seulement aux habitants, mais aux usagers de la ville. Donc, je vais approfondir la question de cette ville postmoderne où on valorise les mobilités douces dans le contexte du proche. En particulier à Bruxelles dans les années 90, qui sont vraiment celles où s'exacerbe la thématique de la proximité en réaction là, aux opérations de rénovation urbaine des 30 Glorieuses qui incarnaient cet imaginaire dominant de la vitesse automobile. Dans les années 90, on parle énormément d'équipements, de proximité, des liens de convivialité dans la proximité, dans l'univers du proche. C'est vraiment un terme qui prend toute son importance dans cette dynamique où on va en fait finalement resserrer le territoire, donc investir principalement le centre-ville et penser en fait à penser la ville à l'échelle de cet univers du proche. Les trois impératifs du mouvement, la reconstruction de la ville européenne, qui marquent fortement en fait les disciplines du projet à l'époque, sont de valoriser et d'offrir des continuités physiques des lieux de sociabilité urbaine, donc un univers du proche qui finalement ne serait pas que des poches, mais qui s'inscrit en forme de réseau, dans lesquels on reprend ces outils d'embellissement urbain du XVIIIe et du XIXe siècle, et dans lesquels on partage la voirie entre les différents modes. Donc, ce qui est intéressant par rapport à ça, c'est qu'on a vraiment le retour d'une proximité spatiale et non plus cette proximité temporelle telle qu'on l'avait construite dans ce que Yves Challa a décrit comme la ville mobile, c'est-à-dire la ville qu'on construisait justement dans les 30 Glorieuses en transformant ces rapports de proximité entre les gens et les choses en une affaire de temps plus que d'espace. Donc ce déferlement moderne, donc la période précédente,
qui mettait en place une logique de zonage de l'urbanisme moderne. Elle visait vraiment là plutôt à détendre, à relâcher les urbains à l'échelle de l'agglomération pour y faire entrer soleil, espace, verdure. Donc il s'agit vraiment de quelque part reconstruire la ville selon l'urbanisme moderniste sur le modèle de la périphérie verte. Donc on va quelque part essayer de recréer un rapport à la nature dans le centre-ville et au contraire urbaniser finalement la périphérie. En ce sens, en fait, cette notion de desserrement urbain, elle est assez proche du terme d'automobilisation qui a été proposé par Scheller et Évry au début des années 2000. Donc, ce phénomène d'extension de l'habitat humain, de dispersion spatiale des lieux dans l'espace, de fragmentation des flux temporels, mais aussi très proche, j'en parlais juste avant, des figures de la ville émergente, c'est-à-dire la ville mobile, la ville territoire, la ville nature que décrivait Yves Chala, où finalement, cette ville, c'est aussi une étendue qui est coextensive au territoire, et c'est un endroit où la proximité, c'est plutôt du temps gagné, de l'accessibilité gagnée, grâce à la mobilité, que finalement ce rapport spatial entre deux choses. Dans la ville postmoderne, on voit qu'on a vraiment une montée d'un imaginaire de la lenteur qui s'outille et se définit à travers différentes logiques qui articulent fonctionnalité et esthétisation. On aménage la lenteur avec différentes logiques, d'une part de ralentissement de la vitesse automobile. Donc on va finalement la domestiquer, cette vitesse, à partir du moment où elle entre dans l'univers du proche. On va en fait limiter sa vitesse, mais on va aussi l'externaliser. On va sortir cette vitesse des espaces du proche, notamment vous avez à gauche en fait une carte qui reprend les différentes étapes par lesquelles le centre historique de Bruxelles a petit à petit été transformé en secteur piétonnier, mais plus tard aussi en zone 30 qui sont des zones qui se sont de plus en plus étendues depuis cette période-là, mais aussi des logiques d'invisibilisation où finalement on ne va pas faire disparaître par exemple le parking, mais on va essayer de l'organiser hors voirie pour ne pas qu'il soit présent visuellement. Et puis on a des logiques plutôt là d'accélération de cette lenteur. Donc effectivement, on va rendre plus confortable les mobilités lentes de manière à ce qu'elles puissent accélérer. On va les sécuriser simplement parce que voilà, on va ralentir le danger, donc les mobilités rapides, mais on va aussi organiser un réseau, donc une réticularité et des continuités temporelles et qualitatives des infrastructures de lenteur qui vont du coup proposer une continuité de l'animation urbaine, du revêtement, du mobilier urbain. Alors d'abord sur des itinéraires privilégiés. Donc vous avez notamment les chemins de la ville qui, au début des années 90, créent une meilleure relation entre le haut et le bas de la ville, mais aussi par exemple le tracé royal qui relie les deux palais de Bruxelles. Un endroit où ça s'est particulièrement marqué, en fait, ces différentes logiques, c'est la rue Marché aux Herbes, qui est située en fait juste à côté de la Grande Place de Bruxelles, où on va passer d'abord d'une tentative de faire un piétonnier vers finalement une solution de type semi-piétonnier, où les voitures peuvent encore circuler, et où du coup l'articulation entre vitesse et lenteur se fait effectivement dans le détail de la bordure. Alors, ce qui est intéressant dans ces cas-là, c'est qu'on a quelque part une ambiguïté finalement entre l'accélération de la lenteur, qui va permettre de la rendre fonctionnelle, de la transformer en mode alternatif de déplacement à travers la largeur des trottoirs et le revêtement qui vont permettre en fait cette accélération. Et puis finalement des dispositifs plutôt de divertissement qui vont en fait plutôt induire un retour à une certaine intensité sensorielle avec l'environnement du proche. On observe des mises en ambiance qui reposent sur des modèles patrimoniaux et qui opèrent finalement, qui vous séduisent dans le centre-ville. Alors, en ça, cette réflexion sur quelle est la matérialité de ces espaces de lenteur dans l'univers du proche, on est finalement dans la continuité de ce qui s'est fait dans la dynamique précédente, celle des 30 Glorieuses, où on a aussi eu un aménagement moderniste de la lenteur
mais qui en fait se situait toujours dans qui formait en fait les aboutissements des parcours de vitesse par la voiture ou par le métro qu'on développe à cette période. Et donc, on va aussi à l'époque créer des piétonniers commerçants de l'ordre du ponctuel. Donc, c'est une rue, un trottoir, on ne parle pas de réseau, qui crée une ambiance favorable au commerce et à l'oreca. Il se situe, donc, je le disais, en bordure de ces espaces de vitesse, comme c'est le cas ici sur le piétonnier de la Toison d'Or, qui est en fait tout contre la petite ceinture de Bruxelles. Donc, je vous ai mis un petit schéma ici. Donc là, on a le Pentagone, donc le centre de Bruxelles, et l'avenue Louise, pour ceux qui connaissent un peu Bruxelles. Et donc, on se situe dans cette partie-là de la petite ceinture qui entoure ce Pentagone. Mais aussi des espaces de secteurs piétonniers qui vont finalement se construire aussi dans le centre historique. Alors ici, tout contre la petite ceinture, en fait, c'est un secteur piétonnier qui a été aménagé suite à la mise en souterrain du tram et qui vient quelque part prolonger à l'extérieur les galeries commerçantes qui ont été construites dans le bloc d'immeubles qui est juste là. Et ce qui est intéressant par rapport à ça, c'est qu'au moment où il s'agit d'étendre finalement ce secteur piétonnier un peu plus loin, d'étendre son aménagement, on a toute une réflexion sur quel doit être, comment est-ce qu'on matérialise cet espace, avec une proposition à la base de le faire avec des simples dalles de béton, et finalement toute une controverse là-dessus où on se rend compte à quel point cette question de l'aménagement de la lenteur par des revêtements modernes, luxueux, avec des motifs géométriques est importante pour aussi bien les autorités publiques que pour les habitants des communes voisines. Donc, finalement, c'est cette solution-là qui est mise en place. Dans le centre-ville, où on va aussi avoir petit à petit la création de secteurs piétonniers, on a aussi des logiques d'invisibilisation et d'externalisation de cette vitesse automobile, notamment autour de la question de la restriction du stationnement en voirie, où on le fait d'abord en fait, pour faciliter la circulation et le roulement des véhicules stationnés par rapport à la question du commerce. Mais petit à petit, cette question de restreindre le stationnement, elle se pose plus dans une politique de valorisation des sites pittoresques de la capitale, où il s'agit en fait d'embellir le centre-ville et aussi de mieux l'animer. Et c'est là, quelque part, qu'il y a cette articulation de l'imaginaire, de la lenteur, avec les enjeux du patrimoine qui commence à se formaliser et qui prendra toute son importance dans la dynamique suivante, où finalement cette attractivité urbaine se redéfinit aussi loin du modèle de la ville animée par la voiture en tant que figure du progrès de la société. Et en particulier, dans le plan que je vous montre là de l'îlot sacré, ce qu'on appelle l'îlot sacré à Bruxelles, qui est en gros vraiment le centre historique, le centre médiéval de Bruxelles, on va mettre en place des matérialités passéistes avec un aménagement de type médiéval de plein pied, en reprenant un type de revêtement qui est celui des siècles précédents. Alors, un deuxième terrain où cette question de la proximité, elle est vraiment centrale, c'est peut-être la question de la gestion du bruit dans cet univers du proche, où on voit en fait que finalement la gestion sonore de Bruxelles, elle vient soutenir les enjeux de ralentissement et de réduction du trafic à partir qui sont mis en place dans la politique régionale de Bruxelles, et que cette gestion, elle repose vraiment sur une conception idéale d'une ambiance apaisée dans cet univers du proche qui s'oppose, donc je le disais, à cette effervescence de la ville moderne, active, automobilisée. On parle vraiment dans les différents supports type les vadémécum, par exemple, sur comment bien aménager pour répondre aux objectifs de cette gestion sonore. On parle vraiment d'une ville ralentie, apaisée, sans stress, une ville finalement peut-être moins urbaine, où à travers ces zones calmes, on crée en fait des palliatifs à cette vie urbaine symbolisée par le bruit, le stress, la vitesse. Le paysage des activités qui est valorisé est vraiment lié à la résidence, aussi à l'absence d'altérité, qui permet de ne pas être en alerte, et dans lequel en fait on est dans un rapport de proximité avec les gens, donc il faut qu'il n'y ait pas trop de monde, que ce soit ceux du quartier qu'on connaît.
Et donc, ce qui est un peu problématique là-dedans, c'est que finalement, les sons, ils manifestent aussi le lien avec le monde, ils unissent chacun à l'ensemble. Et donc, quand on pense à une ville qui doit être sans troubles sensibles, sans friction, sans remise en cause de l'ordre établi, on est évidemment dans une situation un peu problématique en termes de vivre ensemble. Alors, ce qui est aussi intéressant dans cette documentation, c'est qu'on voit que les manières d'être sensorimotrices qui sont encouragées sont vraiment liées au ralentissement. Le ralentissement devient finalement une norme de conduite qui se définit en opposition des comportements sauvages, agressifs de ceux qui klaxonnent et qui font plein de bruit, etc. Et c'est vraiment l'hédonisme, donc cette pratique des décélérations qui permet de préserver finalement notre capacité à accélérer, à rester dans le monde, à travers cette intensité sensorielle avec l'environnement extérieur qui prime. On a aussi une ville passéiste, aux dimensions plus humaines, qui est prônée. Donc on prône vraiment un retour à une sonorité de la ville du 19e siècle, qui est idéalisée, et où on va forcément se concentrer sur ces aménagements de séjour, sur ces équipements de proximité, justement. Alors peut-être pour revenir un peu sur le cadre légal de cette gestion sonore et son évolution dans le temps, on voit en fait qu'on passe dans les années 70 aux années 2000 d'une gestion finalement des normes d'émission, donc du bruit qui est produit par les objets, à finalement des normes d'émission, donc qui vont en fait plutôt mesurer ce que chacun peut entendre de chez lui et qui est la somme de tous les sons qui sont produits. Et donc, en partie, moi, je me suis concentrée au niveau de l'agglomération de Bruxelles et de la région de Bruxelles-Capitale sur la lutte contre le bruit, les différents plans bruit qui ont été mis en place à partir des années 2000 et qui s'articulent avec les enjeux de vitesse-lenteur en proposant aussi de s'appuyer sur une modération de la circulation routière, sur un meilleur aménagement sonore des voiries et qui se focalise sur ces zones calmes. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'on a vraiment une rupture de la politique du desserrement urbain, où il s'agit de recréer des fronts bâtis, de restituer une ambiance acoustique compatible avec les effets de repos et de délassement dans les parcs. On essaie de maîtriser notamment les réverbérations acoustiques des grands bâtiments le long des grandes voiries. C'est aussi un recentrement de la politique de la région sur ses électeurs, sur les habitants, où le bruit devient vraiment un problème de proximité et où aussi qui va s'investir différemment dans les différents espaces. On a vraiment un partage des zones d'influence entre les espaces où s'investissent plus généralement les dimensions du développement durable, donc qui sont les petites voiries, mais qui sont aussi cet univers de proche. Et puis finalement, on va avoir des espaces d'externalité qui, eux, vont être vraiment abandonnés au bruit et investis par des enjeux de vitesse, en particulier le réseau régional primaire de voirie. Et puis, on va dans les espaces du proche où on essaie de gérer ce bruit, on va articuler des dispositifs d'assourdissement de la voiture, de l'automobilité, et des dispositifs d'enrichissement de l'ambiance qui est intéressant d'observer aussi. Alors, l'assourdissement de l'automobilité, ça se fait simplement en créant des écrans, le front bâti, mais aussi des espaces tampons, les cours intermédiaires, les galeries, les arcades, les porches, et aussi à créer un effet de masque. Donc, on va mettre des fontaines, de la musique ou de la végétation pour essayer de masquer finalement le bruit de la voiture. On va éloigner ces trafics et on va simplement aussi essayer de réduire le trafic en proposant un écoulement fluide et lent de la circulation, ce qui va induire en fait de hiérarchiser un peu différemment les dispositifs réglementaires et matériels liés au ralentissement. Par exemple, les casse-vitesses, dans ce cadre-là, ne sont pas intéressants parce qu'ils ils créent beaucoup de bruit par rapport à d'autres décrochements horizontaux, par exemple, où on slalome, on est invité à slalomer entre ces dispositifs. Et on va aussi s'intéresser au caractère contraignant de ces dispositifs davantage pour mettre en fluidité le trafic. Parce que finalement, ce qui est gênant dans le bruit, c'est l'émergence sonore, c'est la variabilité du bruit. Donc, c'est l'action du freinage, l'accélération, etc. Mais ce qui va aussi entraîner à climatiser davantage les comportements qui sont jugés comme fautifs. Donc, on va parler de conduite agressive, sauvage, plutôt que les objets techniques eux-mêmes.
Alors, du côté des dispositifs d'enrichissement, ce qui est intéressant, c'est de voir effectivement quels sont les événements sonores qui sont valorisés. Alors, d'abord, ils apparaissent assez peu dans les documents que j'ai pu consulter, mais ils font, quand ils sont là, il s'agit plutôt d'un retour à la nature où on va valoriser l'eau, le vent dans les arbres, les oiseaux, mais aussi, et là c'est intéressant par rapport au thème d'aujourd'hui, celui d'une sociabilité urbaine retrouvée. Donc, on va valoriser le cri des enfants dans les zones de jeu, les zones piétonnières, mais uniquement si ils s'inscrivent dans des rapports de proximité avec les autres occupants, donc qu'il n'y a pas de surpopulation et qu'il s'agit en fait de personnes proches on va aussi créer des zones calmes contre le bruit, le stress. Dans les parcs, on va faire attention à ce que ces espaces soient suffisamment calmes. Et puis petit à petit, en fait, on va se rendre compte que finalement, les espaces calmes, c'est pas tellement une question de bruit, mais que c'est aussi une question visuelle, finalement, où la présence des végétaux, la possibilité de promenade est beaucoup plus importante finalement que le bruit, dans le sens où le bruit se construit de manière intersensorielle, donc dans le dialogue entre les différents sens qu'on déploie dans l'environnement. Alors, troisième période, donc depuis les années 2000, on a vraiment une réarticulation des enjeux de connectivité et d'attractivité qui redéfinissent ce que ça veut dire, en fait, la proximité dans la ville du futur. Donc, on a des nouveaux enjeux d'attractivité qui se créent parce qu'on est dans un contexte de concurrence entre des villes de plus en plus globalisées, où en fait, il s'agit du coup de concilier les exigences de lenteur, donc d'offrir un ralentissement des rythmes de vie, d'offrir une bonne expérience touristique, d'esthétiser finalement le consumérisme, et d'autre part des vitesses d'arrivée et de communication. Donc il faut qu'il y ait une bonne accessibilité, qu'on soit central dans le réseau de ville, etc. Mais finalement, cette notion d'accessibilité, à partir du moment où on est en ville, elles perdent un peu de leur importance par rapport aux périodes précédentes. Et ce sont vraiment les pratiques urbaines qui sont privilégiées. On va aussi sortir de cette dialectique entre la voiture et le piéton pour embrasser la diversification des mobilités lentes qui se proposent du coup comme des alternatives à la voiture, qui vont elles-mêmes être accélérées ou fonctionnalisées. Et c'est en fait ça répond simplement à une envie en fait d'offrir davantage des pratiques qui concilient fonctionnalité et esthétisation. Donc on va avoir le développement de pratiques plutôt hybrides qui concilient vitesse de déplacement avec une expérience enrichissante de l'environnement. Donc il ne s'agit plus seulement de se déplacer, mais aussi de se promener à travers son déplacement domicile travail, par exemple. Ce qui est intéressant là, c'est que l'espace du proche, il devient non plus seulement celui des résidents de la ville, mais aussi celui des usagers. Et le collectif urbain auquel s'adressent les aménagements, il se pense davantage à travers un vécu partagé, des expériences, des activités communes, que par un simple fait d'une résidence. Donc c'est pourquoi on a la prolifération des événements publics, des autres moments d'accentuation, des nuits blanches, des journées sans voiture, qui permettent de tisser du lien social, mais aussi une valorisation de ces pratiques hédonistes. Et donc l'esthétisation de la ville, elle va se faire davantage dans la question de l'animation, de la manière dont on habite les espaces, que sur la question de l'embellissement du cadre urbain. Et c'est vraiment ce qui ressort finalement de la manière dont on vend Bruxelles à l'international, mais aussi dans les différentes publications, la manière dont on présente finalement Bruxelles à ses usagers. Donc cette période, je le disais un peu en introduction, mais donc on voit vraiment émerger un aménagement de la lenteur accélérée, hybride, où on va accentuer les logiques de ralentissement de la vitesse et d'accélération de la lenteur qui se développent à partir des années 90, en multipliant les espaces partagés, mais aussi en réfléchissant à la manière dont vont s'articuler les différents réseaux cyclables, voitures, transports publics, piétons, entre eux dans l'espace pour offrir différents réseaux qui offrent
plus ou moins de lisibilité, plus ou moins d'agrément, plus ou moins d'efficacité selon la pratique qu'on veut y développer. Mais aussi, et là c'est un nouveau, c'est la reprise des logiques de ségrégation spatiale, donc ce qui était plutôt développé dans les années 50, 60, 70, donc proposer une accélération des pratiques à travers des infrastructures qui permettent de ne pas croiser d'autres flux et qui vont notamment recycler finalement les infrastructures linéaires vieillissantes de la voiture pour reconnecter la région avec sa périphérie proche à travers notamment des cyclostrades, etc. Donc, à travers cette première partie, j'espère vous avoir un peu montré l'épaisseur historique de la notion de proximité en urbanisme, qui est cette notion de proximité qui est vraiment mise en avant autour des figures contemporaines de la ville du quart d'heure, du territoire de la demi-heure, le village retrouvé, la ville moyenne, et montrer peut-être que un des points centraux d'attention par rapport à cette notion de proximité, c'est finalement la question de l'inclusivité, et qui doit vraiment être au cœur de nos réflexions pour mieux imaginer nos façons de vivre ensemble et d'habiter autrement la Terre de demain. Et c'est vraiment ça c'est ça que je voudrais peut-être introduire différemment à travers le lien entre proximité et vibrer ensemble, en vous proposant donc cette réflexion à partir de l'expérience du vélo. Alors, je fais un petit interlude par quelques images qui sont partagées par des cyclistes sur un groupe de partage à Bruxelles. J'en profite peut-être pour boire une gorgée. Donc, l'idée ici, c'est de vous parler, de partir de cette expérience esthétique du vélo, où finalement le plaisir du vélo, il vient de cette expérience pré-réflexive, donc où, avant même qu'on y réfléchisse, de liberté, d'individualité, une expérience sportive, hédoniste, ludique, qui est une des motivations principales pour la pratique du vélo à travers le temps et l'espace, et qui du coup est vraiment, qui articule cette lenteur hédoniste et finalement la poétique de la vitesse, donc le plaisir de la vitesse. Cette expérience du vélo, c'est celle d'abord d'un plaisir de l'eurythmie, donc de son rythme à soi, de la dimension sportive aussi, où on se réapproprie son corps, on se sent plus fort, on a le plaisir de l'effort, de la force, de l'endurance qu'on développe. On a aussi une habilité à intégrer le trafic qui crée aussi une estime de soi. C'est deuxièmement plutôt la question de cette relation intime au temps et à l'espace, telle qu'on peut la développer aussi avec la marche, mais qui se crée aussi dans le cadre des pratiques du vélo. Et puis, un sentiment d'ubiquité et d'agilité dans la gestion des rythmes quotidiens, qui là est plus proche de celui qu'on pouvait développer avec la voiture, dans le sens où, en fait, c'est aussi une pratique qui permet d'aller relativement vite, finalement, dans le milieu urbain. Et c'est pour ça qu'on a des témoignages de personnes qui disent que voilà, le vélo, c'est aussi quelque chose qui convient à leur esprit d'indépendance. Donc, on voit finalement, à travers la pratique du vélo, qu'on a une assimilation qui se renouvelle entre la mobilité vélo, donc aussi ces émotions qui sont liées à la performance corporelle et les valeurs de liberté, d'aventure qui émanent de ce plaisir, justement, de cette expérience de liberté. Mais on a aussi des nouvelles relations affectives qui se créent au mouvement, mais aussi à l'environnement urbain qui est traversé. Et ce plaisir-là, en fait, il est peut-être aussi au cœur de la constitution d'une nouvelle manière de penser communauté, une communauté qui se développe plutôt du coup autour de cette pratique clé de vivre ensemble, de vibrer ensemble sur l'infrastructure, qui se joue par les petits gestes, les regards qui forment la communication non verbale, qui relient les cyclistes entre eux, mais qui donne aussi un sentiment de faire communauté finalement ensemble à travers cette proximité de pratique. Cette communauté esthétique, elle est renforcée par une communauté discursive aussi, hein, où les cyclistes se présentent comme un groupe minoritaire
toujours, qui est formé autour d'une société idéale, alternative, durable, désirable, en opposition à cette société dominante de l'automobilité. Donc, dans la littérature, on peut trouver notamment des références à cette question d'une citoyenneté cycliste, donc un nouvel ordre social avec des nouvelles identités et des modes de vie qui seraient basés sur l'estime de soi, la convivialité, l'écologie, la responsabilité, où finalement il y a une générosité éthique envers les autres et l'environnement qui renforce la durabilité qui se crée. Et dans ce cas, en fait, les infrastructures cyclables, ce serait alors cette matière vibrante qui résonnerait finalement avec nos corps pour renforcer ces sensations corporelles de cette pratique incarnée et notamment ces sensations qui sont liées au contact immédiat avec les événements naturels, la pluie, le soleil, la neige, les éléments paysagers, etc. Et comment est-ce que finalement l'infrastructure, elle peut amplifier cette sensibilité à l'ambiance? Elle peut l'amplifier à travers tous ces processus à travers lesquels les infrastructures et les pratiques s'entremêlent dans des relations affectives, corporelles, esthétiques et des ambiances changeantes. L'infrastructure, elle peut donc intensifier, valoriser cette expérience sensible, libératrice de l'environnement, mais elle peut aussi attirer l'attention sur sa dimension esthétique, sur la diversité des espèces croisées, la qualité de l'atmosphère, du temps, etc., pour augmenter cette sensibilité environnementale, cette capacité d'être en empathie avec les humains et non-humains qui nous entourent, et la conscience aussi de l'urgence écologique. Cette sensibilité à l'ambiance, c'est un terme qui est proposé par Jean-Paul Thibault et qui réfère à ce pouvoir d'intensification et de transformation de notre relation au monde, qui quelque part répond du coup à la crise de résonance qui a été diagnostiquée par Montrosa et par laquelle je commençais cette intervention. Donc des résonances qui viennent de cet engagement physique du cycliste, donc un mouvement par l'effort dans la ville, mais qui donc peut être amplifié par un design qualitatif paysager et des infrastructures de mobilité. Et donc finalement, c'est aussi un dispositif qui peut soutenir des pratiques durables, simplement parce qu'on développe une forme d'enchantement, donc un attachement fait de joie au monde expérimenté, qui quelque part rend les personnes plus généreux avec les autres et l'environnement, en théorie. Alors, ces pratiques, ces objets, ces infrastructures, ils peuvent aussi déclencher certains plaisirs qui, selon Michael Ascott, ont des bénéfices moraux dans le sens où ils vont construire finalement des assemblages moraux complexes des différents biens communs. Donc, ils vont articuler en fait les différentes grandeurs de Boltanski et Thévenot qui justifient en fait est-ce que l'infrastructure devient une nécessité pour le bien commun. Donc, on a différentes grandeurs, le marché, l'égalité civique ou l'écologie, qui finalement vont être des biens qui vont s'articuler différemment dans nos différentes pratiques et qui vont exprimer, accentuer certains moments de nos pratiques selon différents horizons. Par exemple, pour séparer le marché comme bien commun, ça va supposer par exemple que réduire les places de parking pour faire des pistes cyclables, c'est intéressant parce que les cyclistes dépensent davantage dans les commerces locaux, donc ce qui est de tout bénéfice pour les collectifs. Au niveau d'égalité civique, c'est plutôt que en fait, les pistes cyclables, elles vont rendre le vélo plus accessible à tous, donc elles vont diminuer l'exclusion et la précarité mobilitaire. Au niveau de l'écologie, c'est vraiment plutôt les sentiers cyclables qui vont être intéressants parce qu'ils vont augmenter les connaissances et la protection environnementale, mais c'est jamais un bien commun tout seul qui est envisagé, c'est plutôt un assemblage de ces différents biens qui s'articulent dans les pratiques qu'on peut avoir au quotidien. Et donc, au niveau des infrastructures cyclables, on a vraiment toute une réflexion au niveau des plans de mobilité pour les rendre les plus inclusifs possibles et reconnaître finalement les usagers vulnérables, mais aussi les vulnérabilités et fragilités du monde qui nous entoure. Donc, il s'agit de réduire l'emprise de la voiture pour développer des infrastructures appropriées qui permettent de protéger, d'accueillir et de reconnaître finalement l'importance de ces usagers vulnérables. C'est un peu aussi ce qui ressort de toute la réflexion sur les communs de la vélomobilité.
où on pense l'infrastructure de mobilité. Donc là, je pense en particulier aux travaux de Mimi Scheller. On pense les infrastructures de mobilité comme une infrastructure sociale qui permet d'assembler, de rassembler, de partager dans le mouvement. Donc cette question du vibrer ensemble aussi, qui en fait amplifie des communautés de pratique qui construisent des relations au sein de communautés locales et de réseaux internationaux qui sont tournés vers la transition durable. Et par rapport à ça, la question du développement des infrastructures vélo, c'est effectivement réduire l'espace dévolu à la voiture, mais il s'agit vraiment plutôt d'attirer les autres dans un modèle de transition que d'écraser ou de marginaliser les non-cyclistes, comme c'était davantage le cas peut-être autour de la voiture. Mais néanmoins, voilà, les infrastructures vélo, c'est aussi un réseau réglementé qui contraint les individus dans leurs déplacements, dans leur manière de s'habiller, etc., mais aussi dans la relation qu'on a avec les autres. C'est un réseau qui force à relocaliser nos modes de vie social et mobiles. Et par rapport à ça, il y a toute une dimension moralisatrice, finalement, du cadre, de l'idéologie de la mobilité durable, qui pointe du doigt les non-urbains ou les automobilistes, qui, sans tenir compte en fait de cette dépendance à la mobilité, cette mobilité qui en fait est vraiment depuis un siècle un substitut ou un facteur d'ajustement à la fois pour les individus, mais aussi pour les politiques publiques qui ont organisé aussi un étalement urbain. Et donc finalement, derrière ça, on a aussi un impératif des citoyens à être des citoyens actifs, responsables, qui pédalent dans la ville pour leur santé et l'environnement, qui sont flexibles, sans tenir compte finalement de toutes les compétences et les ressources qui sont aussi nécessaires pour ça. On parle beaucoup de la question de la régulation des vitesses pour réguler aussi le territoire, notamment l'étalement urbain, mais finalement, il faut aussi réfléchir à ce qu'on fait de la ville telle qu'elle a été construite pendant un siècle, dans ces formes d'étalement urbain, comment est-ce qu'on repense ces échelles de territoire-là dans le cadre d'une ville du quart d'heure, comment est-ce qu'on transforme la périphérie urbaine en ville du quart d'heure sans laisser pour compte finalement toutes les personnes qui y habitent. Voilà, je vous remercie pour votre attention et j'arrête le partage. Voilà. Eh ben merci beaucoup Claire. C'était vraiment passionnant, extrêmement intéressant à la fois dans la première partie sur la compréhension de l'évolution du bâti, de nos schémas de fonctionnement dans la ville, de tout ce qui a été mis pour organiser finalement d'un côté l'accélération, encourager les gens à aller plus vite, plus loin, comme tu l'as dit, et de l'autre côté, dans la deuxième partie, le mouvement d'articulation entre ce phénomène et le besoin ressenti d'aller dans le sens inverse. Je ne sais pas si Luc ou Carlos ont des questions. Moi, j'en ai une. Est-ce que tes travaux résonnent avec d'autres? Tu as choisi Bruxelles, donc tu as bâti beaucoup de tes recherches utilisateurs et de tes explorations sur Bruxelles. Est-ce que tu as échangé avec d'autres chercheurs sur d'autres concepts de ville ou peut-être comparé avec des situations culturelles qui peuvent être différentes? Donc, ma recherche, effectivement, elle se base vraiment sur le cas bruxellois, parce que c'est vraiment là que j'ai été faire les analyses en archives, etc. Mais après, c'est vraiment un cas théorique qui est quand même vraiment pertinent pour d'autres contextes. Et je pense que la majorité des villes européennes, finalement, ont opéré ces mêmes dynamiques, ont opéré aussi cette transformation, pas toujours avec les mêmes complexités, parce qu'à Bruxelles, on est aussi dans une lasagne institutionnelle qui crée aussi des difficultés et une transformation de l'aménagement urbain qui est peut-être moins facile qu'ailleurs. Mais néanmoins, on est finalement dans des dynamiques qui sont assez similaires d'une ville à l'autre. Alors, en fait, oui, il y a toute une série de recherches sur lesquelles je me suis aussi basée, de phénomènes qui ont été observés ailleurs et qui m'ont permis aussi de mieux analyser le contexte bruxellois. Donc, oui.
Merci. Carlos, Luc, ouais. Vas-y, Luc, je terminerai après. Tu es en mute. Tu es en mute, oui. Ok, merci beaucoup pour cette intervention qui est à la fois complète, historique, multiscalaire avec Bruxelles que j'ai eu l'occasion de croiser comme ville et qui est toujours inspirante aussi dans sa diversité. Donc, beaucoup de choses dans ce qui est proposé là, dans la réflexion. J'avais deux questions. En partie esquissées, enfin, des réponses, des clés de réponse en partie esquissées, mais alors, la première, c'est le risque de proximité limitée dans cette approche autour des proximités pratiques, je vais traduire comme ça, de ces communautés qui font quand même appel à une esthétique. Moi, ça me fait penser aux travaux aussi sur les citoyennetés visuelles, ce qu'on a pu mobiliser sur d'autres communautés comme les Gilets jaunes. J'en parle parce que voilà, je me pose la question d'une fabrique de proximité sur d'autres critères, et puis la possible, comment je veux dire ça, mise à distance de ce collectif de proximité que je vais qualifier de mobilité par une autre part de la population. Et c'est pour ça que je mets en balance ces proximités-là, ce qui est autour notamment du vélo, et puis ce qu'on a pu voir comme proximité qui ont aussi été dans des pulsations, dans des mobilités, qu'on a pu voir autour d'un mouvement comme les Gilets jaunes qui concerne différemment Bruxelles, évidemment, mais c'était pour me faire comprendre. Et la deuxième question, elle concerne la position de chercheurs ou de chercheuses avec la production d'un discours, d'une analyse, d'une observation, d'une conceptualisation, mais aussi, question, peut-être d'un discours performatif. C'est-à-dire, est-ce que dans cette mise en cohérence d'un certain nombre d'éléments, cette évolution historique, et puis cette mise en lien qui était en train de se jouer, notamment autour du vélo, est-ce que où se positionne le côté réflexif de la chercheuse ou chercheur par rapport au sujet? Voilà, parce qu'il me semble qu'il peut y avoir un côté à la fois séduisant, prenant, articulant toutes les échelles, mais peut-être du domaine de j'y participe, puis j'ai peut-être envie que ça aille dans ce sens-là. C'est une provocation, bien sûr, hein, dans mon quotidien. Ça va pour les deux questions? Oui. Suffisamment clair? Merci. Oui. Alors, effectivement, hein, cette question de la proximité limitée, c'est un peu là-dessus que je voulais guider la discussion. Moi, je pense que c'est vraiment un enjeu important, d'une part parce qu'on voit que la manière dont la proximité finalement s'est définie historiquement dans le mouvement de la reconstruction de la ville européenne ou à travers la gestion du bruit à Bruxelles, elle est assez problématique parce qu'elle est excluante, en fait. Elle exclut ceux qui ne sont pas tout près, mais elle exclut aussi certains comportements, certaines cultures c'est aussi une inhospitalité, finalement, aussi, cette manière de gérer la proximité qui est forcément problématique. Et dans la deuxième partie, donc ce que je développais sur cette question de cette proximité de pratique où finalement on fait communauté aussi parce qu'on pratique d'une certaine manière une certaine manière de se mouvoir en ville, même si l'idée derrière c'est pas excluant et que l'idée c'est plutôt d'attirer les autres vers des modes de mobilité plus durables, etc. Il y a quand même une coupure qui se fait parce qu'on ne tient peut-être pas suffisamment compte finalement des contraintes dans lesquelles les autres opèrent, et notamment les contraintes qui sont liées à la manière dont on a organisé le territoire sur le temps long, et pour répondre aussi
Voilà, enfin, on a aussi toute une série de personnes qui ne peuvent pas se permettre d'habiter dans la ville du quart d'heure par rapport à la question du coût des logements, etc. Et donc, forcément, ça pose problème de mettre à distance comme ça les autres et de les pointer du doigt sans tenir compte finalement des difficultés et des ressources dont ils ont besoin aussi pour pouvoir intégrer ce modèle qu'on dit inclusif. Donc, ça, c'est par rapport à la première question. Après, j'ai pas vraiment de réponse ou de solution toute faite. Je pense que c'est vraiment des choses sur lesquelles il faut discuter. Mais voilà, malheureusement, assez peu de réponses à ça. Alors, par rapport à la deuxième question, alors, effectivement, hein, c'est un discours qui est assez séduisant et auquel je ne suis pas une militante vélo, donc j'ai vraiment choisi d'étudier ça parce que je trouvais ça intéressant, en fait, justement, tout ce discours qui entourait la question de la pratique du vélo, mais j'ai quand même la conviction qu'il y a quelque chose qui se joue effectivement dans ce rapport esthétique à l'infrastructure et à l'objet vélo, et qui corrobore en fait certains résultats qui ont pu être faits dans d'autres villes ou au niveau qualitatif ou qui ressortent aussi d'études quantitatives sur le niveau européen. Mais effectivement, là-dedans, il y a aussi toute une série de stéréotypes qui vont aussi montrer, qui font en sorte que finalement la pratique du vélo maintenant est plus observée comme une pratique durable que celle de la marche, par exemple, alors que finalement la marche est peut-être pratiquée par plus de gens, mais on va moins valoriser parce que c'est un peu moins sexy, entre guillemets, que le vélo. C'est peut-être moins porté aussi par différents acteurs qui ont du pouvoir et de la place parce qu'ils font partie d'une élite culturelle ou sociale en Europe. Mais après, effectivement, je pense que le fait d'en discuter dans ces termes-là, et notamment de disséminer les résultats de recherche qui réfléchissent dans un cadre écoféministe à la question de la pratique du vélo, ça entraîne aussi à faire réfléchir les militants, etc., dans ces termes-là. Et donc, d'office, ça performe aussi quelque chose et ça transforme certainement la manière dont les gens peuvent aussi eux-mêmes envisager leur propre pratique. Donc voilà. Merci. Oui, merci beaucoup Claire pour cette très claire présentation. Donc c'est vraiment magnifique, très documenté, des très grandes qualités, en profondeur et ouvrant également des pistes et des discussions. Donc vraiment bravo, tout à fait en ligne avec ce que nous voulons avec ces séminaires internationaux. Donc ouvrir des pistes de réflexion solides avec des convictions scientifiques, voilà, des qualités. Donc déjà, bravo. Et je voulais poser une question, mais comme tu as donné une réponse, et dans cette réponse, tu as parlé des difficultés d'accès sur la ville du quart d'heure, je voulais juste faire une petite remarque au passage, mais ce n'était pas le but. Hein, mais je tiens quand même à le dire. Et la ville des quarts d'heure, ce n'est pas uniquement les hypercentres avec une assignation à résidence dans les quarts d'heure les miens. Hein. Donc, ce qui est derrière, c'est plutôt au pluriel. Hein. Ça serait les multiples quarts d'heure de tous et chacun dans ces villes polycentriques dans lesquelles on vient chercher à rebalancer, à rééquilibrer l'absence des fonctions sociales qui n'existent pas et que ce concept nous permet d'avoir. Je disais avant de commencer à Vincent que je reçois de photos des manifestations dans le sud de l'Espagne, en Andalousie, et des gens qui sont donc justement éloignés par la centrifugeuse sociale, en fait, hein, par ce que tu disais, l'exclusion économique qui s'est produite, et ils s'approprient des concepts de la ville des quarts d'heure dans ces banlieues, dans ces périphéries, en faisant des diagnostics, on n'a pas ça des services, donc ils font la liste des fonctionnalités qui en découlent de notre ontologie urbaine et territoriale, et ils disent on n'a pas ça, on n'a pas ça, on n'a pas ça, nous on veut, et donc nous on veut la ville des quarts d'heure, et ils défilent avec des pancartes, voilà. Ça fait très plaisir parce que c'est une forme d'appropriation par la contestation que j'avais déjà suggérée là où je serai d'ici 1 heure, donc au Chili,
où la même question se pose, parce qu'il y a énormément d'inégalités extrêmement marquantes entre l'hypercentre et les proximités. À Santiago de Chili, c'est une métropole des 28 communes qui ne se parlent pas entre elles d'ailleurs. Voilà. Et où le concept est utilisé, et bon, c'est quand même l'héritage de Salvador Allende qui s'appelait El Poder Popular et qui a donné lieu à beaucoup de contre-pouvoirs locaux. Et ça se situe un peu dans l'héritage de ça, des contre-pouvoirs. Donc voilà. Et je ferme la parenthèse, c'est un autre débat par la suite. Et comme tu l'as dit, la difficulté d'y accéder à la ville de Quart-d'Heure, je tiens à dire que c'est plutôt un polycentrisme fonctionnel plus que assigner les gens chacun dans des quarts d'heure où ils ne se parlent pas. Mais sinon, donc, j'ai énormément apprécié ce que tu as pu évoquer. Et je voulais te questionner justement sur cette notion de proximité. Je l'ai dit à Catherine hier, parce qu'on avait une réunion. Je travaille sur un concept qui est la proximité induite, qui est un peu un concept, un miroir au paradoxe de Brahms. Donc, le paradoxe de Brahms, il a été développé, je pense, dans les années 65 et qui a donné lieu, d'un point de vue mathématique, à ce qu'on appelle l'évaporation du trafic. L'évaporation du trafic, c'est-à-dire que donc, si on ferme des rues, si on ferme des moyens de communication donc, par rapport à la circulation automobile, donc le paradoxe de Brahms, il dit, et à partir du moment où on ferme, il y a certaines habitudes donc, qui font qu'il s'est créé des bouchons parce que les gens commencent à vouloir passer ailleurs, mais ultérieurement, et il a fait un modèle mathématique, il y a une évaporation qui s'est produite parce que les gens ils vont changer des modes de mobilité et donc à terme, avec un lissage dans le temps, et tous les gens qui étaient là en mode trafic soutenu sur une voie de communication, et petit à petit vont apaiser parce qu'ils vont basculer par les moyens de transport massifs ou par des moyens comme les vélos, etc. Voilà. Donc je trouvais intéressant donc aujourd'hui de pouvoir remettre sur le tapis ces paradoxes. Donc, qui a été, Oxford University a fait un travail sur 11 villes pour regarder comment les paradoxes de Brahms pouvaient voyez donc sa confirmation ou affirmation. Et ça m'a donné l'idée, donc en travaillant sur la suite de mes travaux, donc si on ne pouvait pas appliquer ces paradoxes que commence à appeler, donc je commence à appeler ça la proximité induite. C'est-à-dire que quand on prend des lieux qui sont désertés parce qu'il y a très peu de services publics, des lieux d'habitation, hein, Paris 20e, par exemple, et il y en a donc à peu près 250 000 habitants. Il y a les quartiers des Amandiers, ça représente la densité la plus forte de toute l'Europe. Il y a très peu de services en dehors du logement dans des bars et des lieux de sport qui ont été construits un peu pour aménager les espaces urbains qui relient les bars entre elles. Et donc, je me demandais si ce concept par rapport à tes travaux avait un sens de dire la proximité induite, ça serait comme le paradoxe de Brahms, c'est-à-dire, mais le contraire. On a vécu l'évaporation des services publics ou des services de proximité, parce qu'on a des lieux qui sont désertés, les gens ne font que loger et après ils vont chercher les choses ailleurs. Et c'est en ramenant justement des services avec une ontologie urbaine multifonctionnelle, le fait donc de les recréer, ça attirerait pas une proximité qui serait plutôt non pas uniquement fonctionnelle pour faire des achats, mais qui permet de se réapproprier de l'espace public, qui permet de se réapproprier d'une espèce de démocratie qui utilise l'espace public et de donc donner beaucoup plus de vie à la ville, quoi. Et donc, je mettais ça un peu en parallèle avec Luc et ses travaux sur les Gilets jaunes, qui en fait, finalement, sont une sorte de proximité induite, parce que les gens se retrouvent dans un endroit non prévu pour, des endroits indus. Et dans ces cas-là, la mobilité que tu évoques, donc au vélo et à pied, pourrait jouer un rôle un peu dans ce sens-là, parce que ça permet de faire des mouvements très courts qui vont entre, on va dire, max 1 kilomètre. Voilà. Donc, je me demandais si non-mobilité, des marchabilités ou des bikeabilités n'avaient pas un rôle à jouer justement dans cette espèce de réappropriation d'une proximité par un phénomène d'induction. Mm-hmm. Oui, en fait, la remarque que tu as formulée en début et finalement cette question sont assez fort liées, hein, parce que effectivement, cette ville du quart d'heure, c'est la question de rééquiper les territoires aussi au-delà
de la ville-centre, de manière à ce que chacun puisse, dans une certaine mesure, ne vivre que dans cette partie-là, et au niveau des fonctions quotidiennes, et puis finalement pouvoir avoir des mobilités, mais qui sont du coup plus réfléchies en dehors, et qui sont aussi liées à ce que ça peut effectivement nous apporter au quotidien en termes d'épanouissement humain. En fait, c'est effectivement très lié à cette question de l'infrastructure de mobilité comme une infrastructure sociale. Donc, pas seulement pour se déplacer, mais vraiment pour, en fait, à travers le déplacement qu'on fait ensemble sur cette infrastructure, reparler ensemble, redéfinir nos sociétés, donc revoir effectivement le contrat social, la démocratie, etc., et s'approprier l'espace public de manière plus large. Effectivement, moi je pense que cette question du rééquipement des territoires, ça va oui, en fait, nous obliger aussi à se réapproprier cette proximité qui actuellement n'est pas forcément fort investie. Quand on parle de ville dortoir ou de village dortoir, par exemple, on est vraiment à l'opposé de cette infrastructure de mobilité en tant qu'infrastructure sociale, parce que finalement, toutes les activités qu'on fait, à part celle de dormir, se font dans un espace qui est finalement relativement éloigné de cet espace où en tout cas on est domicilié. Enfin, ça me fait penser à une recherche qui était en cours. Enfin, j'avais entendu parler dans un séminaire qui en fait s'interrogeait sur comment est-ce qu'on rééquipe cette périphérie au niveau de la Flandre, donc un territoire finalement qui est très peu habité, dans le sens où il y a beaucoup de gens qui dorment, mais il n'y a pas vraiment de commerce, il n'y a pas vraiment d'école, il n'y a pas vraiment d'infrastructures non plus qui permettent de passer rapidement d'un espace à l'autre sans prendre la voiture. Et donc, ils travaillaient en fait sur la question des sentiers, notamment entre guillemets à travers champs, donc à travers les jardins, etc. Et sur la question des équipements collectifs qui devraient du coup se mettre en relation avec davantage ces infrastructures-là, les sentiers, qu'avec les autoroutes et les grands axes liés à la voiture. Donc, sortir quelque part des shopping malls à l'extérieur de ce modèle-là pour aller plutôt vers des petits équipements qui se greffent en fait sur les infrastructures de mobilité active. Et effectivement, ça, c'est des recherches qui sont extrêmement intéressantes. Mais l'enjeu derrière tout ça, c'est la question du coût aussi pour la société, parce que toutes ces infrastructures-là sont construites, ça ne se fait pas un claquement de doigts. Et donc, c'est une question de priorité politique au niveau des budgets, de là où est-ce qu'on décide de finalement investir, en sachant que jusqu'ici, on a très fort organisé la périphérie comme justement cette variable d'ajustement. On se dit que les gens vont se déplacer, ils vont perdre du temps et dépenser de l'argent, mais quelque part, c'est ce qui nous permet de ne pas investir trop dans l'équipement de ces espaces-là, parce qu'on se dit que de toute façon, les gens en sortent et ils se déplacent pour avoir accès à la ville en tant qu'activité. Mais donc, penser la ville dans ces endroits-là aussi, c'est consentir à des investissements auxquels on n'a pas consenti au moment où justement on a développé cet étalement urbain. Oui, tout à fait. Parce que je laisse la parole à mes autres collègues, mais c'est tout à fait. Moi, je parle de mobilité active socialement, juste pour finir. Il y a un garçon qui est hollandais, mais qui vit en France, qui s'appelle Steven Van Osteren, qui est le président d'Île-de-France cyclisme. Et il a eu le malheur ou le bonheur d'écrire juste un petit texte en disant le vélo, ça permet de créer des liens sociaux. Et quand j'ai mes problèmes, j'ai dit bonjour aux cyclistes, il y a certains bonheurs qui s'est créé. Et les pauvres garçons, il s'est fait troller, mais je n'ai jamais vu autant de haine qui a été déversée sur un cycliste en lui disant on n'a rien à foutre que tu dises bonjour aux gens, les vélos, ça me permet d'aller d'un point A à un point B, et de toute manière, vous commencez à nous faire chier avec vos pistes cyclables. Donc, on disait avec lui, parce qu'on a fait un TEDx ensemble il n'y a pas longtemps, qu'en fait, il fallait rajouter à la mobilité active, qui est fait dans les sens physiques pour lutter contre l'obésité, pour être en forme, pour avoir moins de problèmes cardiaques, cette notion de mobilité active socialement, parce qu'il y a une espèce de sociabilité qui s'est créée autour. Mais bon, je ne dis plus rien.
c'était intéressant. Mais je peux peut-être enchaîner. Merci Claire pour cette présentation. J'ai découvert la deuxième partie en particulier. Ouais, j'aime beaucoup les trois, dans la première partie peut-être pour commencer, les trois manières d'appréhender le temps qui se succèdent, qui renvoient à des imaginaires de la vitesse et de la lenteur. Tu les as travaillés de façon très fine sur le cas de Bruxelles. Moi, j'avais envie de te poser une question. Est-ce que si on applique cette même grille de lecture avec les imaginaires de la vitesse et de la lenteur à des villes plus petites, des villes de taille moyenne de 50 000 habitants ou même plus petites, est-ce qu'en Europe, est-ce qu'on aurait les mêmes temporalités, les mêmes dynamiques? Est-ce qu'on est encore dans la deuxième dynamique dans certains cas? Enfin, comment est-ce que ça s'organise si on essaye de raisonner à l'échelle plus large que celle de Bruxelles? Je sais que ce n'est pas forcément évident de répondre, mais disons, c'est vrai que on aurait presque envie d'appliquer la grille ailleurs, et donc c'est évidemment tentant de tenter quelques parallèles. Donc ça, c'est un premier point sur lequel je serais intéressé de t'entendre. Peut-être un deuxième point dans le prolongement des questionnements qui ont déjà été soulevés, et notamment de ta réponse à la question de Carlos. Moi, j'avais été associé il y a une vingtaine d'années à une réflexion qui avait été initiée par Marc Vielle, qui était urbaniste français aujourd'hui décédé, sur les autoroutes apaisées, avec l'idée de dire les modes de vie sont tendus par la vitesse de l'automobile, et c'est comme ça qu'on a produit la périurbanisation, mais toute la réflexion, c'était de se demander, est-ce que ce phénomène est réversible? C'est-à-dire, si on baisse la vitesse sur les autoroutes, c'était dans la région grenobloise d'ailleurs, que ces réflexions étaient nées, est-ce que finalement on n'arrive pas à recompacter les modes de vie et puis peut-être à terme même limiter la périurbanisation? Donc l'idée, finalement, elle n'est pas très éloignée, mais elle est formulée différemment de celle d'une vie qui se déroulerait dans un rayon d'un quart d'heure ou de 20 minutes de son domicile. C'est l'idée de dire, si tout d'un coup, on prend beaucoup plus de temps pour aller à Grenoble, pour aller dans un certain nombre de grands équipements, peut-être que ça change les conditions économiques du territoire et que ça peut-être permettre de redévelopper du service de proximité, parce que du coup, la friction de la distance réapparaît et que ça peut être une chance. Bon, ce programme, qui était extrêmement innovant pour l'époque, a finalement, sauf erreur de ma part, débouché sur peu de choses, mais la réflexion était intellectuellement extrêmement stimulante. Je voulais juste peut-être d'ici la porter à connaissance, parce qu'elle me semble assez complémentaire à des choses que tu as pu présenter, notamment si on cherche peut-être à renforcer des équipements de proximité dans des petites localités. Donc, peut-être, si tu as des éléments à ajouter sur ce plan, moi, ça m'intéresserait de t'entendre. Et puis, troisième point, sur ce que tu nous as présenté sur le vélo, qui est une réflexion peut-être, une réflexion sur les modes de vie. Je suis un doctorant, je suis co-directeur d'un doctorant à l'université de Bourgogne qui travaille sur le mouvement des young-timers. Donc, c'est ces amateurs de voitures des années 70, 80, etc., qui forment une espèce de communauté. Et en fait, il y a beaucoup de choses que tu dis sur les aficionados du vélo que l'on retrouve dans son travail, sur un autre moyen de transport, c'est-à-dire quand on se croise, on se fait du phare, on se reconnaît, il y a des espèces de... il y a toute une série, c'est l'affirmation d'un espèce de mode de vie, de rapport au voyage. C'est aussi thématisé avec l'idée qu'il faut retrouver la vraie valeur du voyage, que se déplacer dans une voiture aseptisée pour avaler les kilomètres au quotidien, ce n'est pas du tout ça, le vrai automobilisme. Il y a tout un discours, il y a l'affirmation d'une identité propre. On pourrait vraiment... Et puis avec aussi l'idée que
si la voiture était utilisée de cette manière-là, déjà, on l'utiliserait moins. Et puis, probablement qu'on aurait résolu un certain nombre de problèmes. Enfin bon, bref, on peut trouver, on peut tirer les fils. Il y a toute une série d'éléments intéressants qui ressortent de ce travail et qui font vraiment écho à ce que tu as présenté et qui, moi, m'amènent une réflexion. C'est est-ce que finalement, derrière cette pratique du vélo, il n'y a pas l'émergence d'un mode de vie qui est associé à une génération, associé à un certain milieu social, associé certainement à certaines localisations résidentielles, et qui devient progressivement, ce n'est pas le seul, mais disons, est-ce qu'on ne devient pas dans des sociétés où cette dimension du mode de vie un peu communautaire s'affirme pas de plus en plus comme un nouveau facteur de différenciation sociale, voire une forme de stratification. Alors, ça renvoie à toute une série de travaux sur la transformation de la position sociale et autres, mais disons, voilà, on a l'impression effectivement, en t'écoutant, qu'on a affaire à un groupe assez constitué, mais on se dit, mais il y a d'autres groupes, il y en a une multitude, et finalement, dans la mesure où ces groupes se constituent au niveau de leur mode de vie, dans leur rapport à l'espace et au temps, probablement que c'est aussi par ce biais qu'ils font communauté et que, d'une certaine manière, leur existence serait de nature peut-être à limiter une mixité sociale au sens classique du terme, puisque la rencontre dans un espace public entendu comme un lieu où tout le monde aurait accès un peu de la même manière ne s'appliquerait pas véritablement si on est dans une société aux multiples groupes d'appartenance se construisant autour de modes de vie et notamment au plan de la mobilité. Voilà, c'est peut-être un délire, hein. Je ne sais pas, c'est une réflexion personnelle, voilà, que je te livre et qui peut peut-être permettre de prolonger la réflexion. Merci encore. Merci pour ces questions très dures. Je vais tenter d'y répondre. Alors, la première, hein, sur la ville moyenne, je pense qu'effectivement, les temporalités, elles sont pas tout à fait les mêmes dans des villes qui auront peut-être été jugées comme de moindre importance dans le cadre du développement des infrastructures automobiles dans les 30 Glorieuses, ce qui fait que du coup, il y a encore peut-être toute une série d'équipements qui sont construits dans les grandes villes et qui, entre guillemets, dans les rings, etc., qui sont en train d'être construits encore maintenant dans les villes moyennes parce qu'on a une augmentation du trafic qui fait qu'ils ont envie de libérer leur centre-ville de cette pression-là. Donc, effectivement, je pense que les temporalités, elles sont pas tout à fait les mêmes. Mais en fait, la question, elle se posait spécialement à Bruxelles parce que c'est aussi la capitale d'un État national à l'époque, et puis la capitale de l'Europe et la capitale de la région bruxelloise, ce qui fait qu'on a eu, à travers ces différentes échelles politiques, en fait aussi des différents des différents mouvements, je vais recommencer. En fait, chaque échelle de territoire est aussi liée à une certaine mouvance politique, et donc on a aussi eu des accents sur certaines questions qui sont aussi liées à la mouvance politique dominante dans ce cadre-là. Donc à partir du moment, par exemple, où on crée la région bruxelloise, on a quelque part un recentrement de la politique sur la question au départ des résidents, où du coup, ça va fortement privilégier les questions qui sont liées à la lenteur, à la question de l'aménagement d'un environnement de la résidence qui soit suffisamment calme et agréable, etc. Donc, on va devoir reposer différemment la question par rapport à la période précédente, où là, on est sur la question d'une capitale nationale qui est un centre d'emploi majeur et où cette question
du lien entre Bruxelles et sa périphérie et du lien entre Bruxelles et les autres villes de Belgique est pensé dans un impératif d'accessibilité rapide, etc. Dans les villes moyennes, on est un peu sur autre chose parce qu'il s'agit d'une part d'assurer la connexion entre ces villes moyennes et les grands pôles d'emploi, tout en même temps promouvant une qualité de vie dans ces espaces-là. Et donc, la question se pose quand même pas tout à fait de la même manière. Et effectivement, en termes de temporalité, dans les petites villes en Belgique francophone, on s'interroge maintenant finalement sur comment est-ce qu'on va patrimonialiser les centres historiques, remettre du pavé, par exemple, comme on le faisait déjà dans les années 90 à Bruxelles. Donc là, il y a quelque part des questions qui sont pas pensées au même moment. Alors pour la deuxième question sur la question de l'autoroute apaisée et finalement la réversibilité en fait de l'étalement urbain, effectivement c'est assez lié à ce qu'on discutait juste avant. Donc comment est-ce qu'on opère finalement une relocalisation des modes de vie et comment est-ce qu'on limite cette périurbanisation en développant des services de proximité. La question là, c'est vraiment, à mon sens, une question de réussir en fait à ce que les endroits où, entre guillemets, les lois du marché ne permettraient pas et n'encourageraient pas à développer toute une série d'équipements, le soient quand même parce qu'on a une pression politique, des incitants politiques qui vont le permettre. Par exemple, en France, il y a quand on a développé toutes les cités autour de Paris dans cette périphérie-là, les équipements n'ont pas suivi parce que quelque part, il n'y avait pas suffisamment de clients, de bons clients dans ces endroits-là. À Bruxelles, on a un tissu un peu plus mixte entre, donc disons que les logements sociaux sont beaucoup plus intégrés en centre-ville, mais il y a quand même des communes, donc des municipalités où c'est un peu moins le cas et où les logements sociaux ont quand même été développés un peu en périphérie de ces communes-là. Et là aussi, encore, il y a vraiment un déficit d'équipement parce que les magasins d'eux-mêmes ne sont pas allés s'y installer spécialement en disant que voilà, c'était pas l'endroit où ils allaient le plus avoir de clients, etc. Bon, là, on parle de la question commerciale, mais c'est aussi le cas des infrastructures culturelles, par exemple. Et donc, la question finalement de voir à quel point est-ce que c'est réversible et où on peut finalement essayer de faire en sorte que les gens ne soient pas cloisonnés chez eux, mais puissent avoir accès à tous ces aspects de la ville dans leur environnement urbain, ça implique en fait au niveau politique d'avoir une attention à ce que ce soit le cas dans tous les territoires et pas uniquement dans ceux où se situent les classes les plus favorisées socio-économiquement. Alors pour la troisième question, sur la question des modes de vie, alors effectivement, je pense que même par rapport à la question d'une communauté esthétique qui se forme aussi autour de la pratique de la voiture au quotidien, donc le fait de se retrouver finalement bloqués ensemble sur ces autoroutes, sur ces avenues, dans les bouchons, et d'écouter ensemble la même radio qui vous dit qu'on est tous bloqués au même endroit, ça crée aussi un sentiment d'appartenance, tout comme l'exemple que tu donnais voilà, des young timers, donc des communautés qui se forment autour du fait d'aimer quelque part les voitures de collection et d'aimer finalement ce rapport à la mobilité comme voyage, donc une forme d'automobilisme un peu à l'ancienne où on a une relation très forte avec le paysage et l'environnement qui est traversé. Donc effectivement, on a des communautés qui se forment par cette sensation donc je dis bien par sensation parce que c'est pas vraiment quelque chose qui est de l'ordre du discours, mais plutôt de l'ordre
d'un plaisir qu'on s'y sent, qu'on partage et qui est porté et amplifié par le fait qu'on soit plusieurs à le porter ensemble, un peu comme Jean-Louis Genard, il parle beaucoup de cette question de communauté esthétique dans le cadre notamment des concerts où on est porté en fait par le reste du public, de la foule autour de nous qui est aussi en liesse devant la performance. Donc en fait, oui, ces sensations-là de communauté, ça se joue dans toute une série de plaisirs qui sont liés à la mobilité. Et donc, en ce sens, on peut imaginer toute une série de communautés esthétiques qui vivraient les unes à côté des autres. Après, par rapport à la question de la distinction sociale, peut-être un apport pour réfléchir ça, c'est je vais pas retomber sur le nom. Oui, Horton, qui a fait des travaux en Angleterre sur la question des communautés cyclistes, notamment en fait les cyclistes dans les mouvements écologistes dans le nord de l'Angleterre, et qui montrait finalement que cette question de la distinction sociale, le fait d'être visible, c'était aussi lié au fait de quelque part montrer l'exemple et essayer de se distinguer pour attirer vers son mode de vie une majorité. Donc, quelque part, c'est plutôt l'idée de distinguer et de se rendre visible, plus pour montrer à quel point c'est intéressant le choix que j'ai fait et que tout le monde devrait faire. Donc c'est un petit peu moins, c'est une question de, c'est un peu moins ce que tu proposais comme théorisation. Mais encore une fois, hein, là-dedans, il faut faire attention à effectivement la motilité des acteurs, les différentes ressources, à quel point est-ce que c'est effectivement possible. Au niveau du vélo, on parle beaucoup du fait que, voilà, en fait, par exemple, dans les pays nordiques, tout le monde fait du vélo et qu'en fait, le vélo, c'est aussi ce qui peut être accessible malgré l'âge, parce qu'on a toute une diversité d'équipements en fait qui rendent possible de faire du vélo malgré des handicaps physiques par exemple ou malgré un âge. Donc on peut très tôt faire du vélo et on peut en faire jusque très tard. Mais malgré tout, il y a quand même des freins dans une société où c'est pas le mode de mobilité majoritaire et que les questions de sécurité restent malgré tout un frein important, quoi. Merci. Merci. Elle est merveilleuse, Claire, parce qu'elle fait même le lien avec ce que Michel Grossetti a évoqué, et les communautés, justement, et la différence entre réseau et communauté. Nous, on va inventer un secret check et pour les intervenants qui font partie du séminaire, parce qu'ils renvoient même les sujets. C'est vraiment intéressant. Non, vas-y, Luc. Oui, j'avais plusieurs remarques. Un, c'était sur l'équipement en fait de ces infrastructures, notamment cyclistes. On voit le développement d'ateliers de vélo, de maisons de vélo le long. Donc, c'est une nouvelle forme de localisation par rapport à une densification des pratiques sur ces espaces. La deuxième remarque, c'est la réflexion sur des communautés qui pourraient être liées, par exemple, aussi à des bouchons, à des ralentissements. Et une enquête que j'avais faite sur le territoire de Belfort il y a quelques années, Vincent, c'était suite à des projets de nouvelles infrastructures de transport et une enquête auprès des personnes qui étaient dans les bouchons. Et une partie de ces personnes m'avait répondu que c'était le seul moment de la journée où elles étaient seules, tranquilles, elles pouvaient réfléchir à elles, écouter la radio. Alors ça peut paraître terrible, et elles voyaient avec pas trop d'inquiétude, mais une forme de désagrément, une transformation de leur mobilité vers un tramway ou un bus ou autre chose. Et ça, je trouve que c'est quelque chose d'intéressant. Alors là, c'est une communauté d'espace-temps ou un éprouvé d'espace-temps particulier, avec une voiture qui est transformée un peu comme nos téléphones portables, qui sont transformés en plein d'autres choses que le téléphone. Et ça, c'est la voiture qui est transformée en salle de bain, petit déjeuner, café, petit déjeuner. Enfin, il y a cette espèce d'hybridation dont il était question aussi dans la présentation. Donc là, ça donne un élément.
Et troisième remarque, mais c'est plus une question. Dans les réflexions sur Bruxelles et la réflexion, la recherche que tu mènes, bon, on voit bien le rôle de la voiture. J'allais dire qu'à chaque fois, on la pousse, on la met ailleurs, on l'enlève, elle a l'air forte, même si tu nous amènes de façon très intéressante au vélo, voire à la marche. Mais en tout cas, tu nous ramènes vers le vélo, mais il y a une espèce de degré d'urbanité qui serait associé à la voiture. Il y a la gestion du bruit, parce que tu as rajouté dans cette idée cette analyse sur le bruit, à l'articulation entre lenteur, vitesse et vibrer ensemble. Et il y a un autre élément important qui est l'imaginaire. Et moi, je voulais savoir comment, parce que c'est pas une notion facile à aborder, comment tu l'abordes dans tes études, dans tes travaux, comment tu la questionnes, avec quels outils finalement aller chercher ces imaginaires. Sur les esthétiques, je fais semblant de comprendre à peu près comment tu vas vers ces esthétiques communes, mais sur l'imaginaire, j'ai un petit peu plus de mal et j'aimerais bien être outillé avec ton expérience là-dessus. Merci. Oui, effectivement, pour ta première remarque, d'abord, juste rapidement, hein. Donc, effectivement, il y a d'ailleurs toute une réflexion qui émerge sur la question des BOD. Donc, c'est fini, on ne parle plus de TOD, maintenant on parle de BOD. Donc, les Bicycle Oriented Development, donc l'idée qu'on va construire aussi, finalement, qu'on fait un urbanisme, non plus en fonction des lieux de transport public, mais en fonction des infrastructures du vélo. Donc, enfin, oui, c'est vraiment un champ qui prend de l'importance. Alors, pour en revenir à la question sur les imaginaires, donc en fait, ce qui est intéressant avec ce concept d'imaginaire par rapport à d'autres concepts comme celui de représentation ou de référentiel, c'est que ça permet de considérer ensemble à la fois les infrastructures de mobilité en tant que le construit de la ville, donc les différentes matérialités, etc., mais aussi les images, donc les différentes représentations qu'on en a, donc un peu les images mentales qu'il y a derrière toutes les images de publicité, etc. Mais aussi, quelque part, tout ce qui est lié au symbolisme aussi des différents modes de mobilité. Et enfin, ce qui est lié plutôt aux pratiques, donc les différentes manières de se déplacer de manière sensible dans ces différentes, dans la matérialité de la ville, en faisant à chaque fois aussi, enfin, et qui résonne forcément avec la partie symbolique et ces images et qui quelque part viennent colorer aussi nos perceptions au quotidien. Donc c'est pour ça qu'à la base, je m'étais intéressée à ce concept d'imaginaires sociaux, parce que ça permet en fait d'analyser les trois ensemble, ce qui est fortement intéressant dans le cadre de la vitesse et de la lenteur, parce que du coup, ça permet de regarder ensemble les pratiques, la manière dont on construit la ville pour orienter vers ce genre de pratiques, et à quoi est-ce que tout ça aussi fait appel en termes de normes, de valeurs au niveau de la société, et comment est-ce que ça se reflète dans les productions culturelles, type film, photographie, etc., des différentes périodes. Voilà, je ne sais pas si ça répond à la question. Mais du coup, ce qui est intéressant avec ces imaginaires aussi, peut-être en complément, c'est qu'un imaginaire, c'est... Enfin, en fait, on a un contexte de concurrence entre différents imaginaires. Il n'y en a pas un seul. Il y a des imaginaires qui sont plus ou moins dominants, qui sont plus ou moins émergents, des imaginaires qui se transforment aussi en s'alliant avec différentes questions. Et notamment, dans la présentation, je parlais de cet imaginaire de lenteur qui, à un moment, va vraiment s'articuler très fort avec les enjeux de patrimonialisation et ça va, du coup, forcément, en retour, transformer aussi la manière, cet imaginaire de lenteur et qu'est-ce que la lenteur, du coup. Donc c'est aussi là-dedans qu'il y avait un intérêt pour cette notion-là. Je ne sais pas si ça, du coup, ça répond vraiment à la question. Très bien.
On a plein d'encouragements, de remerciements, de félicitations qui arrivent sur les réseaux, puisque tu étais retransmise sur Facebook, Twitter et YouTube. On rappelle que d'ailleurs, avec ton accord, cette intervention a été enregistrée. Elle sera traduite et un replay avec la traduction de ton intervention sera disponible la semaine prochaine en espagnol et en anglais. Si on a terminé, je vais te remercier au nom de tous mes collègues et te féliciter pour effectivement à la fois ce qu'on a appris, ce que tu nous as fait révéler. Moi, j'ai adoré ton concept d'émission à côté des émissions et j'aurais pu encore discuter beaucoup sur la matérialité. J'ai aussi beaucoup aimé ce que tu as dit de la matérialisation et la sensorialité en fait de l'accompagnement de ces différentes modalités de déplacement et de rythme dans la ville. Encore merci aussi pour le lien que tu as fait, peut-être sans le savoir, avec Michel Grossetti. Et la semaine prochaine, exceptionnellement, il y a donc deux séminaires qui se suivent très rapidement avec évidemment la fin de l'année. Du coup, la semaine prochaine, c'est Patrick Bouchin qui sera notre invité. Luc, tu veux dire un mot sur son intervention? Oui, peut-être pour présenter Patrick Bouchin. L'idée avec Patrick Bouchin, qui est Grand Prix de l'urbanisme, c'est d'aborder la question de la proximité à travers la question du faire, l'association des étudiants et la réactivation d'un certain nombre d'espaces soit abandonnés, soit délaissés, et puis la fabrique de tiers quelque chose. Donc voilà, c'est proximité par le faire et la fabrique de la ville et en amont de la fabrique de la ville, des formes de médiation qui sont là. Je voulais aussi profiter pour remercier vraiment Claire. J'avais la chance de voir des éléments de son travail. Ça avance vraiment très vite et j'ai vraiment apprécié à la fois les âges de la grammaire qu'elle nous a proposé, qui nous donne des clés, qui nous permettent de nous articuler, la question des imaginaires sociaux, qui est une proposition, mais qu'on aimerait outiller aussi de notre côté. Et puis, alors tout à l'heure, je l'ai qualifié de proximité limitée, mais la question de la proximité des pratiques, notamment l'expérience, la communauté, les valeurs affectives, communauté esthétique, enfin, tous ces termes et toutes ces propositions qui nous ont amené, nous, à reposer des questions de temporaire, de réversibilité, mais aussi de mobilité active socialement, enfin de remettre en dialogue la proposition de Claire et puis les travaux qu'on peut mener les uns et les autres. Alors, c'est aussi le rôle de ce séminaire et j'espère que c'est un premier échange et le début de futurs travaux et de futurs projets. Voilà. Effectivement, on se réjouit, nous, Claire, que tu viennes un peu plus souvent à Paris avec ton nouveau projet. Donc, les Suisses, les Belges, les Luxembourgeois, vous êtes les bienvenus, vous le savez. Et aussi également à Toulouse et dans les autres belles villes partenaires. Et on aura Mathéo prochainement, peut-être vendredi prochain, du coup, c'est ça? Mathéo, oui, il sera là pour le 3, ouais, avec Patrick Bouchin. Très bien, un grand merci à tout le monde. Merci beaucoup pour l'invitation. C'est un vrai plaisir de discuter avec vous. Merci. À bientôt, Claire. Merci beaucoup. Merci, Au revoir, Catherine. Merci à tout le monde. À très vite. Bravo.